Télévision nationale du Sénégal, la grande édition du soir. Bonsoir, voici ce qui fait l'essentiel. Ouverture aujourd'hui à Malabo du 23e sommet de l'Union africaine. Le président Macky Sall et ses pairs du continent ont évoqué le développement et l'industrialisation de l'agriculture en Afrique. Ils veulent aussi mettre en place une force de paix et de sécurité. Le processus de livraison des logements pour les sinistrés des inondations suit son cours normal. Ceux qui doivent habiter Taoufé, Yakar et Kermassar sont priés de rejoindre leur domicile avant le 15 juillet. Vous entendrez le coordinateur du projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles en visite en banlieue dakaroise. Notre reportage du jour s'intéresse aux fruits de saison. Notre vedette ce soir, c'est la mangue. Pour parler de sa commercialisation, nous avons fait le tour au marché syndicat et au marché Sandiniéry. Et c'est dans ce journal. Bienvenue, je vous le disais en titre, le président de la République a pris part ce matin à Malabo à l'ouverture du 23e sommet de l'Union africaine. Le sommet s'est penché sur le développement et l'industrialisation de l'agriculture en Afrique dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'Afrique travaille également à mettre en place une force de paix et de sécurité. Envoyé spécial en Guinée équatoriale, Omar Nying. Ambiance festive pour un grand-messe continental. Hospitalité et culture mise en exergue pour accompagner l'ouverture d'un rendez-vous important qui mobilise une quarantaine de chefs d'État, dont le président Macky Sall, ici en première ligne. Ce 23e sommet de l'Union africaine est une prise de conscience de la nécessité d'aller vers un continent meilleur. Un objectif ambitieux qui passe nécessairement par une révolution agricole, ainsi que l'explique la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nkosazana Lamini Zuma a appelé les pays membres à augmenter leur investissement dans le secteur pour attirer les jeunes vers l'agriculture et du coup lutter contre la famine et la malnutrition. Seulement pour gagner ce combat, il faut des conditions de paix, de sécurité, de stabilité. Et sous ce rapport, le sommet travaille sur un schéma qui se propose de faire taire les armes à l'horizon 2020. Dans cette perspective, l'Afrique a déjà les soutiens des Nations Unies de Ban Ki-moon, l'Espagne du Premier ministre Mariano Rajoy et du vice-président cubain Salvador Valdés. Des invités d'honneur qui vont accompagner le continent dans le développement et l'industrialisation de l'agriculture, mais aussi la mise en place d'une architecture de paix et de stabilité. Le sommet qui souhaite bon retour à l'Égypte et bienvenue à la Guinée-Bissau se déploie donc sur l'avenir, tous debout, pour des réponses concrètes aux aspirations des peuples africains. En marge du sommet, le chef de l'État a eu un entretien avec le président élu de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, et le président Macky Sall ont échangé sur le raffermissement des liens entre l'Égypte et le Sénégal. Nous retrouvons Marning. Avec le président égyptien, le chef de l'État a eu un entretien fructueux. Un tête-à-tête qui a permis aux deux hommes de discuter de sujets qui vont permettre de consolider et de raffermir les liens de coopération entre le Sénégal et l'Égypte. Abdel Fattah al-Sisi, récemment élu président de la République arabe d'Égypte, a souhaité rencontrer le président Macky Sall, qui dirige le comité d'orientation du NEPAD, en marge du 23e sommet de l'Union africaine. L'Égypte, secouée ces dernières années par une crise institutionnelle, a effectué son retour au sein de l'Union africaine à l'occasion de ce sommet de Malabo. Le président Macky Sall a également reçu Ruslan Obiangé, secrétaire d'État au sport de la Guinée équatoriale. Son pays entend profiter de l'expertise sénégalaise dans le domaine des sports. Nous écoutons le secrétaire d'État. Il est au micro de Marning. C'est une alliance que le président M. Confédé, c'est pour les bonjours Monsieur le Président, de nous la bienvenue. C'est mon ami. Quand j'ai parti à Sénégal, il m'a reçu et je venais pour saluer Monsieur le Président. Et on a parlé un peu à niveau de coopération, comment on peut travailler avec le Sénégal à niveau des sports. La Guinée équatoriale, il a commencé à
fait l'Institut national d'éducation physique. Et c'est un projet que normalement il va finir pour l'année 2016. Et on va commencer à faire les formations des maîtres. Et je connais qu'en Sénégal, il y a un centre de formation pour l'éducation physique. Et on va regarder comment on peut travailler avec les frères sénégalais pour envoyer les personnes ici pour former, pour prendre la formation. Après, quand on veut finir l'école de formation de sport, c'est comme ça on peut commencer à démarrer de notre projet. Totalement, à niveau de formation, on a besoin de la formation. Pour prendre un peu plus de formation, il y a beaucoup de Guinéens qui ont fait la formation d'éducation physique à Cuba. On a beaucoup de jeunes là-bas. Et de la même manière qu'on a envoyé beaucoup de jeunes là-bas, on peut envoyer les jeunes Guinéens pour prendre la formation à Sénégal. Sincèrement, je pense que quand on voit les Guinéens là-bas à Sénégal, c'est plus mieux qu'à Cuba, parce qu'on parle de la réalité africaine. Et je pense que quand on connaît les déficients qu'il y a en Afrique, l'expérience de la Sénégal, ça peut marcher plus bien pour les travaux qu'on peut faire ici avec la jeunesse de la Guinée équatoriale. Nous recevons un invité sur ce plateau, Abdoulaye Dia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des transports et achats d'énergie à Sénélec. C'est ça. Les coupures d'électricité ont repris. Pourquoi? Je vous remercie pour cette invitation qui nous donne l'occasion de parler à nos abonnés. Comme vous l'avez constaté depuis le début de l'année, la Sénélec a déployé d'importants efforts pour assurer la continuité de service. Et nous nous étions aussi préparés pour assurer la période estivale qui est généralement la période où la consommation est la plus élevée. C'est ainsi que nous avons donc continué à assurer jusqu'à la semaine dernière où malheureusement la centrale privée de Kunun Power qui est à Rufisque n'avait plus de combustible pour fonctionner. L'origine, c'est que la SAR, qui est le fournisseur exclusif de combustible de Sénélec et de Kunun Power, fait un arrêt annuel de maintenance. Et en faisant l'arrêt de maintenance pour 45 jours, elle ne produit plus de combustible destiné à Kunun Power. Or, cette centrale ne peut consommer que le combustible produit par la SAR ou identique. Donc, à la livraison, malheureusement, de ce combustible importé par la SAR, ce producteur privé a estimé plus prudent de ne pas le consommer pour le moment en attendant que des investigations soient menées et terminées entre la SAR, la Sénélec et elle-même. Donc cet arrêt de la centrale nous a occasionné, sur les 9 groupes qui doivent tourner, c'est 2 seulement qui tournaient dans la journée. Et cela a occasionné des délestages un peu partout à Dakar. Et pourquoi la Sénélec ne communique pas très souvent avec ses clients? Beaucoup de gens déplorent le fait que, voilà, on se réveille un bon jour et on voit que les délestages reprennent. C'était pas prévisible cela? Oui, comme je l'ai dit à l'entame, nous, en début d'année, nous faisons un programme de fonctionnement pour toute l'année. Nous connaissons la consommation chaque jour, chaque heure de l'année. Et en conséquence, nous organisons notre exploitation, la maintenance et les importations d'énergie. Mais en matière d'électricité, il y a parfois des aléas qui peuvent survenir, comme cet aléa-là de fourniture de combustible ou bien de panne de moteur. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu de difficulté à assurer la continuité de service, mais cette indisponibilité de la SAR, au début, l'arrêt était prévu pour durer 45 jours. Malheureusement, ça s'est prolongé pour des raisons techniques. Et aujourd'hui, la SAR est en train de tout faire pour revenir en exploitation, pour pouvoir délivrer ce combustible à Kunpa. Je signale que la SAR, dans le même temps, importe du combustible, donne à nos centrales qui le consomment. Tout à l'heure, dans notre édition de 19h, vous avez promis le retour à la normale. On nous signale qu'il y a des quartiers de Dakar qui n'ont pas encore d'électricité. Oui, j'avais dit que depuis 17h, les délestages avaient cessé. Mais comme vous le savez, dans la journée, la période la plus demandée, c'est entre 19h et 23h, c'est la période de pointe. Il s'y greffe qu'aujourd'hui, les matchs de football se tiennent pendant cette période-là. Donc le pic que nous observons à la période de pointe
Aujourd'hui, par exemple, où la centrale de Kounoune était en train de monter, on a eu quelques délestages, mais quand on le compare à ceux d'hier et d'avant-hier, c'est à peu près un quart. Un quart. Moi-même, chez moi, j'ai été coupé, mais ça a duré 20 minutes. À vous entendre, on est tenté de dire que nous avons un système de distribution d'électricité assez fragile. Non, vous savez, les réseaux électriques, dans le monde entier, ils sont organisés. C'est comme les routes, il faut que vous puissiez passer par ailleurs et avoir des solutions de repli. Aujourd'hui, Senelec dispose des capacités de production suffisantes pour assurer la consommation, en attendant les grands projets qui sont lancés. La solution pose problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes confortable avec ce que vous avez, si vous n'avez pas suffisamment de marge, lorsque une des machines tombe en panne, naturellement, pendant un temps court, on va sentir le délestage. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons perdu cette centrale de Kounoune Power. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire aux Sénégalais, le Ramadan approche, on est en période d'été. Quelle assurance pouvez-vous donner aux populations aujourd'hui? D'abord, je tenais à rappeler ici que lorsque ce phénomène a eu lieu, le ministère de l'Énergie, Senelec et la SAR se sont réunis et ils ont dégagé une solution qui consiste donc à livrer à la centrale Kounoune Power du gasoil en lieu et place du fioul lourd en attendant, avec bien sûr un surcoût de 50 millions de francs par jour que l'État accepte de prendre en charge. Et donc depuis cet après-midi, aujourd'hui vous avez vu, les consommateurs ont été servis jusqu'à 19h. La situation va encore s'améliorer davantage demain et nous savons qu'en début juillet, nous attendons une nouvelle centrale de 50 MW et en août une autre centrale de 25 MW. Donc aujourd'hui c'est pour rassurer les consommateurs et leur dire que le plus dur est passé et nous espérons, si jamais le combustible est présent et que nos machines tiennent la route, que nous allons assurer, comme l'année dernière, la satisfaction de la clientèle. Je vous remercie, Abdoulaye Dia. Je rappelle que vous êtes le directeur des transports et achats d'énergie à Senelec. L'ARTP et l'Association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et services viennent de signer un partenariat. C'était à l'occasion d'un forum qui a permis de voir les types de partenariats qu'il faut entre régulateurs, opérateurs et usagers. Diana Badia. C'est l'objectif de ce forum sur le partenariat public-privé. L'Association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et des services vient de signer un partenariat avec l'ARTP. L'association compte sur ce partenariat pour remplir convenablement sa mission. Nous attendons effectivement que le régulateur mette à notre disposition des moyens pour organiser soit justement ces manifestations. Vous savez que une manifestation de celle-ci à Teranga, ça coûte pas seulement quelques francs. Nous avons besoin aussi des moyens pour aller voir nos membres à Tambacounda, à Ziguinchor et autres Matam. Conformément à sa mission de protection, la RTP s'engage à accompagner les consommateurs. Nous allons effectuer l'ensemble des mesures et des tests qui nous permettront de nous rendre compte directement par nous-mêmes de la qualité des services rendus aux usagers et prendrons en conséquence les dispositions qui permettront d'apporter les corrections pour remettre en place tout ce qui est qualité de service rendu aux usagers. Les représentants des différents ministères concernés ont salué l'initiative. Les clients de leur côté peuvent espérer que leurs préoccupations seront mieux prises en compte. Dakar, capitale du monde médical, le 6e salon international de santé et de matériel médical s'est ouvert aujourd'hui. Cette année, l'événement abrite en même temps le 2e salon de santé des pays membres de l'organisation de la conférence islamique. Le thème du CISDAC 2014, la santé, facteur d'émergence économique et sociale. Amidou Diop. 130 participants provenant de 19 pays, des sommités du monde médical et scientifique ont répondu à l'appel du CISDAC. Cette 6e édition planche sur l'émergence économique et sociale, un thème qui trouve un écho favorable auprès du secteur privé sénégalais et des pays amis comme le Maroc, invité d'honneur du salon. Nous, ici présents, nous devons constituer une seule équipe. Une équipe collégiale, une équipe familiale, une équipe qui se concerte, qui échange et qui s'écoute. Nous devons constituer une équipe de grande qualité, une équipe qui travaille, une équipe qui produit, et une équipe qui est complémentaire à partir d'actions, par le biais d'actions concertées, actions cohérentes.
En même temps que le CISDAC, Dakar va abriter le 2e salon de santé des pays membres de l'OCI, une occasion que les participants comptent saisir pleinement. Les acteurs du secteur prévoient aussi, à l'occasion de cette 6e CISDAC, de jouer leur partition à travers le forum scientifique qui va aborder plusieurs sujets. Monsieur le Président de la République a voulu et s'est engagé dans une voie qui permettra au Sénégal de devenir un pays émergent. Et sans santé, il n'y aura pas d'émergence. Il le sait et a voulu que la santé soit au cœur de ce plan, au cœur du développement de notre pays. Le CISDAC va se tenir jusqu'au 29 juin au CICES. Il reste une occasion importante d'échange entre exposants et visiteurs professionnels. Les familles bénéficiaires de logements aux cités Taoufekh Yakar et Keur Massar sont priées de rejoindre leur domicile avant le 15 juillet prochain. L'annonce est du coordinateur du projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles. Pour les sinistrés qui n'ont pas encore reçu leur titre de propriété, Amadou Kanar Diop rassure, le processus est en marche. Alioune Badara Kane. Mousdalifa dans la banlieue. Les stigmates des dernières inondations sont encore là. Ce matin, sur la place publique, le déplacement des familles durement éprouvées par la furie des eaux vers les nouvelles cités aménagées par l'État est à l'ordre du jour. Il faut faire vite, mais tout cela dans la transparence. Ces audiences publiques permettent de bien identifier les ayants droit. La société civile approuve la démarche. Chaque fois, on a demandé à ce que la société puisse impliquer dans ce processus-là, et c'est chose faite. Donc, actuellement, aujourd'hui, on a assez à une transparence dans la gestion, dans la distribution des logements de Djahaï. Mais néanmoins, il faudrait que ce processus puisse continuer, qu'on a distribué, mais que la procédure, le processus qui va connaître, qu'on puisse toujours encore travailler avec l'ensemble des sinistrés, l'ensemble du ministère et les organisations qui sont aujourd'hui membres de cette initiative. Des zones d'ombre sont levées, les bénéficiaires mieux informés. Le processus semble rigoureux. C'est faire recenser les personnes qui ont les ayants droit, les amener en commission de recensement, les amener en enquête de police. Nous sommes passés aujourd'hui au niveau des enquêtes de police et retourner en commission d'attribution en passant par les audiences publiques pour voir les réels ayants droit. Ces audiences publiques constituent un cadre idéal pour tenir un discours de vérité aux populations concernées. Ainsi, il est demandé aux familles déjà bénéficiaires de logements de rejoindre les nouvelles cités avant le 15 juillet, dernier délai de rigueur. À partir du 15 juillet, nous voulons que tout le monde puisse y aller. Sinon, ceux qui ne rejoindront pas leur logement le 15 juillet, on va prendre les logements et les attribuer à d'autres. Un message largement diffusé dans la banlieue. Pour les autres, le processus suit son cours normal. Des enquêtes de police sont ouvertes à Pikine et à Guédiawaye. Encore un gage de transparence, une occasion pour ces futurs bénéficiaires de faire avancer leur dossier et de ne pas se faire léser. Le reportage du jour s'intéresse au commerce de mangue en cette période. Dakar reçoit une quantité énorme de mangue de toute variété. Pour le constater, notre reporter Pape Kolingom a fait un tour au marché syndicat et au marché Sandiniéry. Reportage. Marché syndicat de Pikine, au cœur de la banlieue de Dakar. Ici, chaque jour des camions et autres véhicules débarquent plusieurs tonnes de mangue. Le département de Thiès, la zone des Niayes, les régions centre et sud du pays sont les principaux fournisseurs des marchés dakarois. Depuis 1997 jusqu'à présent, je suis là. Les variétés de mangue sont beaucoup. Y a-t-il du Kent, du papaye, beaucoup djehal. Ces mangues viennent du Sine, de la Casamance, Gambie, même ici à Noto. Concernant les prix, ils varient en fonction des heures de la journée. Les prix varient entre. Si c'est le matin, trop tôt le matin, on va à 4 000, 3 500. Si on s'en jusqu'à 10 heures, on diminue les prix. 3 000, 2 000, 2 500. Au marché Sandiniéry, en plein centre-ville, le décor est quasi le même. Sauf qu'ici, les prix sont élevés et cela s'explique. Les prix, ça dépend du marché. Quand le marché n'est pas saturé, tu as un bon prix. Mais ça dépend si le marché est saturé, tu es obligé de vendre l'effectif des commerçants comme ils viennent. Nous, on vend en gros seulement, nous, on ne vend pas en détail. Nous vendons de la qualité. En cette période pré-hivernage, la cueillette des mangues est abondante.
et le marché dakarois est bien approvisionné. Mais attention, la consommation des mangues doit être modérée pour éviter l'excès de sucre. Demain, à la même heure, retrouvez Omar Nying. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons.